بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À toutes et à tous. Le thème de ce soir est comme suit. Le rêve maghrébin, les opportunités et les menaces. Pratiquement tous les maghrébins songent et pensent à cette chose-là. Quand est-ce qu'on aura ce qu'on appelle l'union de Maghreb? Mais avant d'en parler, j'aimerais bien faire une petite introduction en ce qui concerne le rêve maghrébin. Parce que après l'indépendance de ces pays maghrébins qui sont constitués en fait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie bien sûr, ces pays-là, ils ont obtenu en fait leur indépendance aux alentours en fait des années 50-60. Donc il y avait le Maroc et Maroc, Algérie et Tunisie ont été occupés par la France. Le Maroc, bien sûr, en fait, par la France et l'Espagne. Et la Mauritanie par la France, la Tunisie et l'Algérie aussi par la France. Bon, il y avait en fait, et la Libye par l'Italie. Ces pays-là en fait ont connu en fait plusieurs formes en fait d'occupation, soit sous forme de protectorat, sinon en fait sous forme de colonisation directe. Après l'obtention en fait de leur indépendance, aux alentours en fait des années 50-60, les États maghrébins ont commencé en fait à asseoir les institutions pour avoir ce qu'on appelle un État civil moderne. Tout en pensant bien sûr au rêve de l'union du Maghreb, compte tenu de plusieurs facteurs. Il y avait en fait des tentatives à partir des fins des années 70, début 80, mais en vain, ils ont connu un échec. Les tentatives ont été nombreuses de part et d'autre. Si on en parle, en fait, ça va nous prendre 2 heures ou 3 heures. Donc, mais notre objectif en fait, de parler en fait, du rêve maghrébin, c'est ça l'essentiel pour nous. Alors en fait, même après en fait, l'échec de ces tentatives, les peuples tout le temps ils rêvent, ils songent, et ils sont devenus frustrés. Les médias nationaux et internationaux en parlent, mais en fait de manière en fait, comment dirais-je, de manière géopolitique, régie bien sûr par les intérêts et les principes de polarisation. C'est-à-dire en fait que chaque pays ou force économique internationale détient, comment dirais-je, détient des droits dans tel ou tel pays. Bref, je ne vais pas rentrer en fait dans ce type de détails parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet ethnique, populaire et économique surtout. Alors, d'ailleurs, en fait, même les chaînes télévisées, en fait, les chaînes d'infos, carrément, elles consacrent des rubriques appelées comme ça, la récolte maghrébine, que ce soit en arabe ou en français, en fait. Juste, en fait, c'est quotidien. C'est-à-dire, en fait, ils ne font pas de façon hebdomadaire, non, au quotidien. C'est-à-dire, en fait, que toujours, dans notre imaginaire, en fait, le rêve maghrébin existe, on en parle, on le sent sur le plan populaire et même médiatique. Sauf qu'au niveau institutionnel, il y a encore du travail à faire là-dessus. Alors, je passe à autre chose. Donc, le rêve, il est là, mais l'aboutissement s'avère difficile. Et pour cela, donc, on va faire ce qu'on appelle, on va faire ce qu'on appelle une analyse SWOT. C'est une analyse en fait dont on a parlé dans la précédente vidéo. C'est une analyse pour étudier en fait la possibilité et la faisabilité
de la chose, du projet, si vous me permettez l'expression. D'ailleurs, en fait, ça reste un projet. Alors, le SWOT, c'est quoi l'analyse SWOT? C'est l'analyse en fait des forces et des faiblesses du projet et en même temps les opportunités et les menaces face auxquelles ce projet sera examiné, bien sûr. Donc, quand je parle en fait de strengths, c'est les forces, weaknesses, les faiblesses, et ce sont des facteurs internes, c'est-à-dire en fait qui sont relatifs au corps maghrébin. Ça veut dire s'il a en fait les atouts, par exemple quand on parle de force, s'il a en fait les atouts pour aboutir à ce rêve, pour réaliser en fait ce projet. Weaknesses, ce sont les faiblesses, à dire en fait qui mettent, je dirais pas en péril, mais en difficulté la réalisation de ce projet. Opportunities, les opportunités, ce sont des facteurs externes relatifs à l'environnement. Donc, ce sont des facteurs qui mettent qui favorisent en fait l'atteinte de notre objectif, la réalisation en fait de notre objectif, qui est l'union du Maghreb, l'aboutissement à l'union. Threats, ce sont en fait les faiblesses, les menaces, c'est-à-dire en fait c'est un facteur donc lié, ce sont des facteurs liés donc à l'environnement, donc ce sont tous les facteurs qui mettent je dirais pas en péril, mais en difficulté la réalisation d'un tel objectif. Alors passons en fait à l'analyse interne, c'est-à-dire l'analyse des forces et des faiblesses, donc strengths, S. Donc pratiquement, au niveau du Maghreb, nous avons les mêmes ethnies, les Arabes et les Amazirs, et les Touaregs, bien sûr, en fait, les Touaregs qui sont les cousins en fait, des Amazirs. Pratiquement, ils ont en fait la même religion, l'islam sunnite maliki, les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes langues et dialectes, et les peuples sont favorables à l'union. Vous pourriez en fait adresser la parole à n'importe qui, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, même en Mauritanie, au fin fond de la Mauritanie, au Sahara, au désert. Si vous lui posez la question, vous lui dites, est-ce que vous êtes favorable pour lui? Il va vous dire sans hésiter, oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un héritage en commun, un héritage historique, un héritage religieux, un héritage ethnique. Il y a même en fait des mariages en fait en commun. En fait, c'est vrai qu'il va y avoir des frontières, enfin, vous allez avoir des frontières, mais on a carrément, par exemple, en fait, des familles, par exemple les familles qui sont à Fès, ils ont leurs cousins à Tlemcen en Algérie. Fès, c'est au Maroc, et Tlemcen, c'est une ville algérienne. Les mêmes noms de famille, les mêmes coutumes. Pratiquement en fait, c'est identique. C'est moi quand j'entends quelqu'un de Tlemcen qui parle, il me faut au moins 30 ou 40 secondes pour savoir s'il est de Fès ou de Tlemcen et vice versa. Les gens qui habitent, les limitrophes, je veux dire en fait la population limitrophe en fait, qui habite par exemple le côté Oujda ou côté Mournia ou côté Oran, pratiquement c'est le même peuple. C'est le même peuple. Au niveau dialectal, au niveau vestimentaire, ils sont identiques. Et c'est la même chose. En ce qui concerne par exemple les Libyens et les Tunisiens. Côté par exemple le nom il m'échappe. Le côté frontière entre Libye et j'ai oublié en fait le nom. Si je me rappelle en fait, bref, là, en avançant au niveau en fait, de ma vidéo en fait, si je me rappelle en fait, je vais vous le citer tout de suite. Alors aussi en fait, les Mauritaniens avec les Marocains, les Algériens avec les Marocains, les Algériens avec les Libyens, et il y a même en fait des choses en commun entre l'Algérie et le Mali. Donc c'est pratiquement le même peuple, je dirais même le même destin qui nous attend, tous. Alors,
Passons au volet économique en ce qui concerne les forces. Le Maghreb est abondant en richesses. Richesses halieutiques, minérales, énergiques en termes de pétrole et de gaz, agricoles, bétail. C'est-à-dire en fait que les atouts de la croissance économique, ils sont là. Il faudrait juste en fait les mobiliser et avoir une volonté en fait populaire et politique pour pouvoir gérer tout ça. La croissance démographique, elle est soutenue. Ça veut dire qu'en fait, au niveau, par exemple, des pays européens comme l'Allemagne ou le Canada, par exemple, ou l'Amérique, ils ont besoin en fait, de la main-d'œuvre. Et pour ça, en fait, ils favorisent en fait, l'immigration. Et nous, en tant que pays maghrébin, nous sommes source d'immigration et de main-d'œuvre pour ces pays-là, que ce soit en termes d'immigration légale ou clandestine. Bref. Donc, nous avons tous les atouts en fait, pour pouvoir aboutir à ce rêve. En termes de faiblesse, weaknesses, l'absence d'élite culturelle et politique pour défendre ce projet. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Il y en a, mais en fait, leur voix en fait, n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à l'entendre. Ils ne sont pas entendus. Peut-être que c'est dû aux médias, peut-être qu'en fait en fait, les médias ne leur consacrent pas le temps nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des intellectuels et même des politiciens en fait, qui sont pour l'union, mais on ne les entend pas parler beaucoup. Alors, en ce qui concerne les faiblesses, on pourrait aussi citer en fait, l'analphabétisme. Et aussi la qualité en fait, médiocre en fait, de l'enseignement. Et bien évidemment, le problème d'identité culturelle. Je vous l'explique. Par exemple, dans certains pays, vous trouvez que l'enseignement des matières techniques se fait en arabe pendant tout au long en fait, de l'école primaire, en passant par le collège et en arrivant au lycée. Et puis, quand on passe au cycle universitaire, c'est le contraire. Donc les matières techniques sont en français. C'est-à-dire en fait que et en fait là en fait l'étudiant et l'élève il est poussé il est dans l'embarras. Il ne sait pas s'il va arriver en fait à préserver son identité culturelle arabo-musulmane ou par exemple maîtriser en fait la langue en fait, actuellement, la langue du savoir et avec laquelle il va commercer, il va étudier, il va faire ses études au niveau du cycle universitaire. Parce qu'en fait, la bureaucratie au pays du Maghreb, c'est une bureaucratie francophone. Qu'on le veuille ou pas, elle est là. Et encore, il y a encore un autre problème, c'est qu'en fait, même si en fait, il aboutit par exemple au troisième cycle, c'est-à-dire en fait, pour faire des recherches, par exemple pour avoir un master ou un doctorat, il doit publier en fait ses recherches en anglais, comme ça pour qu'il arrive à entretenir des relations avec les universités donc, étrangères. Pratiquement, en fait, même les Français, ils le font en fait. Leurs articles de recherche ils doivent être publiés en anglais, tout simplement, parce que et même la conjoncture internationale en fait l'impose. Bref, nous c'est pas ça c'est un autre sujet. C'est comme si par exemple les Arabes on a un dicton qui dit le corbeau tellement qu'il est fasciné par la marche du pigeon, il voulait en fait imiter en fait la manière avec laquelle marche le pigeon. On essaie en fait de l'imiter, il a oublié comment il marche et en plus de ça, il n'est pas arrivé en fait à maîtriser en fait la marche du pigeon. Donc ni sa marche ni la marche en fait des pigeons. Bref, si vous permettez en fait l'expression. Nous on a ce problème-là, on a ce problème en fait au niveau des pays maghrébins. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir une élite culturelle et politique. Quand je parle d'élite culturelle et politique, c'est-à-dire l'élite culturelle et politique
en la langue du pays natal. Par exemple, moi, en tant que Marocain, donc ça doit être en arabe, pas en français. Français, c'est un plus. L'anglais, c'est un plus. Si vous partez en Chine, par exemple, l'élite politique et culturelle, c'est en chinois. Les Russes, c'est en russe. Les Français, c'est en français. L'Espagne, c'est en espagnol. Les Américains ou les Anglais, c'est en anglais. Parce que l'élite culturelle et politique, c'est la locomotive du peuple. C'est une locomotive. Alors nous, on a un problème à ce niveau-là. Donc, quand j'arrive en fait à ce stade-là, en fait, pratiquement, je termine avec les faiblesses, et là, je passe en fait aux opportunités. Alors, pour les opportunités, nous avons la possibilité de développer donc un commerce intra-maghrébin, développer une économie de réseau régionale sur tous les plans, tourisme, énergie, agriculture, enseignement, culture. On pourrait carrément en fait développer des commissions mixtes, économiques et culturelles. Laissant les litiges et ce qui mettra en péril en fait l'avancée en fait de ce projet. Et focalisons-nous en fait sur ce qui va nous réunir. Le problème, c'est qu'en fait au niveau du commerce intra-maghrébin, pratiquement, je ne dirais pas qu'il est quasi nul, mais il n'est pas significatif. Vous trouvez par exemple que tel ou tel pays, par exemple, au lieu en fait d'importer le pétrole et le gaz de son voisin, il fait un détour, par exemple, il est obligé. Il fait un détour en fait, il importe des pays lointains. Donc là, il va payer en fait la facture, de l'acheminement et puis carrément, il pourrait l'avoir à un prix, en fait, un prix intéressant, compte tenu en fait du voisinage et puis les frais d'acheminement en fait, qui seront moins élevés. D'un autre côté aussi, d'autres pays par exemple, leur consommation en termes de produits maraîchers, tout ce qui est produits agricoles, au lieu en fait de passer direct à son pays voisin, donc il va passer par un intermédiaire européen. Et cet intermédiaire européen, c'est lui qui alimente en fait les tensions au niveau des frontières. Bref, tout le monde connaît ça, mais on ne sait pas comment arriver en fait à gérer la situation. Alors, quand je parle de commerce intra-maghrébin, c'est un volet économique à développer et j'invite en fait les institutions à étudier au niveau des pays du Maghreb en fait, à étudier en fait ce volet-là. Il est très intéressant parce que les philosophes en fait européens, les fondateurs en fait comme par exemple Kant, les fondateurs en fait de l'Union européenne, au début en fait on a commencé seulement parce qu'en fait l'Europe, avant qu'elle soit l'Europe qu'on connaît actuellement, elle est passée par je dirais pas par des décennies, mais par des siècles de guerre. Des guerres entre la France et la Grande-Bretagne, entre l'Espagne entre l'Espagne et la France, tantôt entre l'Allemagne et la France. Il y avait en fait des guerres un peu partout pendant des siècles et des siècles. Et les dernières guerres, c'était en fait la première, la deuxième guerre mondiale. Ça s'est arrêté grâce à l'intervention américaine par le biais en fait, du plan Marshall aussi. Ils ont en fait soutenu donc l'Europe en termes d'infrastructures et en termes même culturels, militaires et économiques. Ils ont parce que le plan Marshall, c'est un plan qui est en faveur des États-Unis d'Amérique, mais en même temps, ça va dans le sens des intérêts de l'Union européenne. Au début, en fait, les Européens ils ont commencé par le traité d'Europe, je crois, en 1957. Il a réuni, en fait, je crois que 6 pays.
il y avait le Benelux, Belgique, Néderlande, Hollande, Luxembourg, Allemagne, France et Italie. C'était le traité en fait de la CECA, la Communauté européenne enfin, du charbon et d'acier. Donc deux éléments d'énergie, charbon et acier. Par la suite, petit à petit, ça se développe. On rajoute à notre pays, enfin, je crois que les Espagnols ils ont rejoint en fait, le traité, puis c'est devenu en fait, le marché européen. Après le marché européen, ça veut dire c'est devenu en fait je crois que c'était avant c'était pas l'Union européenne, c'était même le marché européen, le marché européen. Et par la suite, c'est devenu en fait l'Union européenne. Et après l'Union européenne, enfin, en fait, on a lancé une monnaie unique. Et petit à petit, maintenant, pratiquement, je crois qu'on arrive à 27 ou 30 pays, allant de l'Espagne, Portugal, jusqu'à la Roumanie, je crois. Donc c'est devenu carrément limitrophe avec la Russie. La Bulgarie, je crois aussi. 27 ou 30 pays. Et d'autres pays, en fait, postulent pour rejoindre l'Union européenne, qui sont la Turquie. C'est un pays musulman, mais quand même, il a quelque chose en commun, en fait, il a des choses en commun avec l'Union européenne, La France qui est contre, mais d'autres pays, en fait, ils ne sont pas contre, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ils soutiennent, en fait, la candidature turque. Bref, je cite seulement en fait, ce genre d'exemple comme ça pour comprendre l'utilité en fait, des unions et des alliances économiques. Pour revenir en fait, à notre sujet qui est en fait les opportunités et enfin, le commerce intramarien, c'est un concept très important à développer. Et maintenant, passons aux threats, les menaces. Alors, en ce qui concerne en fait, les menaces, ce sont les frontières qui sont fermées, clôturées carrément, les conflits frontaliers, l'ingérence en fait, de certains pays étrangers dans les affaires internes enfin, des pays maghrébins et qui cherchent des avantages concurrentiels de ce pays et de l'autre pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont intérêt à ce que ça reste comme ça. En appliquant en fait, le concept connu, en fait, c'est un concept en fait, connu, je ne veux pas citer, en fait, c'est le parrain de la diplomatie internationale, il est décédé récemment. Il parle en fait, de l'alimentation en fait, de tensions, de petites tensions et de conflits frontaliers, tout en gardant l'aspect comment dirais-je, l'aspect en fait pacifique enfin, de ce type de tension. C'est-à-dire en fait la guerre improbable et la paix impossible. Et puis ce genre d'État, ils vont obtenir en fait, ce qu'ils veulent de ce pays et d'autres pays, tout simplement, en gardant en fait les relations diplomatiques avec tel ou tel pays. Les experts en relations internationales, ils savent de quoi je parle. Alors, comme je l'ai dit en fait, aussi en fait les rumeurs qui circulent au niveau en fait, des réseaux sociaux, on les alimente et puis les gens, ils y adhèrent et puis ils suivent. Et ça, c'est pas bien ça. Enfin, pour nous en tant que Maghrébins. Parce que nous avons un destin en commun, qu'on le veuille ou pas. Le jour viendra en fait. Le jour viendra et enfin, cette union sera un fait, Inch'Allah. Alors en ce qui concerne en fait les modèles en fait qu'on pourrait en fait suivre en ce qui concerne l'union enfin, du Maghreb, c'est il y a l'Union européenne. Comment elle a commencé? C'était juste en fait une communauté en fait, enfin, économique enfin, du charbon et d'acier, juste à partir de deux choses, ou plutôt de deux sources d'énergie qui intéressaient tous les pays, donc le charbon et l'acier. Et à partir de ces matières-là, on a abouti, on est arrivé en fait à la réalisation enfin, de ce projet qui est celui de l'Union européenne. Malgré les litiges
frontaliers. Par exemple, c'est vrai que le Brexit, les Anglais ils sont sortis de l'Union européenne, mais restons par exemple au niveau du modèle Espagne-Angleterre. Ils ont des intérêts, en commun, ils ont des conflits en ce qui concerne le Gibraltar. Et malgré ça, pratiquement les touristes anglais ils viennent, ils débarquent en Espagne, il n'y a pas de problème. Les Espagnols aussi, ils partent pour faire des études en Angleterre. Il y a des investissements de part et d'autre. Il y a des commissions entre l'Espagne et l'Angleterre pour faire des investissements de part et d'autre. Il y a des échanges économiques, parce qu'en fait, quand on fait du commerce, on a des intérêts en commun. Et quand on a des intérêts en commun, on réfléchit 1001 fois avant de faire quoi que ce soit comme mesure ou comme bêtise, si vous me permettez l'expression. Et quand il n'y a pas c'est pour ça que je parle de l'importance du commerce intra-maghrébin. S'il y a du commerce intra, si on le développe, il va y avoir des intérêts en commun. Donc, tout le monde va penser en fait, à préserver ses intérêts dans tel ou tel pays. Et c'est ce qui passe actuellement entre les Européens. Vous trouvez par exemple la France. La France, elle est laïque. L'Allemagne est pratiquement, je dirais, protestante, catholique, laïque. L'Angleterre aussi, protestante, laïque. L'Espagne, elle est catholique. L'Italie, elle est catholique. Les Espagnols parlent l'espagnol, les Français parlent le français. Le Portugais parle le portugais. Les Allemands, ils parlent une autre langue. Même les traditions, les coutumes, elles sont tout à fait différentes. Mais malgré ça, on arrive à se faire entendre. Et on arrive à s'entendre. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts en jeu. C'est pour ça que, d'où l'importance en fait, du commerce. Le commerce intra, ça serait très utile pour nos pays. Je parle sur le plan populaire. Donc, on pourrait chercher en fait, des produits ou des articles qui ne sont pas dans mon pays et puis les ramener à notre région et vice-versa. Petit à petit, en fait, ça va suivre. Il va y avoir ce qu'on appelle une économie d'effet de réseau. Je trouve que le commerce intra-maghrébin, ça serait l'une des astuces ou l'une des solutions utiles pour aboutir à ce rêve. Pardon. Alors, il y a aussi en fait le modèle en fait nord-américain, ce qu'on appelle NAFTA, North American Free Trade Association, l'ALENA, l'association de libre-échange nord-américaine, qui réunit en fait le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi le Mercosur, le Brésil, l'Argentine, Paraguay, Uruguay, et je ne me rappelle plus en fait, je crois qu'il y en a un autre pays, je crois le Chili. Par le commerce, il y a ce qu'on appelle, pratiquement tous les secteurs y adhèrent. Culture, infrastructure, agriculture, enseignement. S'il y a des intérêts en commun en jeu, je crois que tout le monde va y adhérer. C'est une chose qui est très claire. Pour revenir aussi à l'importance en fait, de l'union du Maghreb en tant que concept, je trouve aussi que l'Égypte a un rôle à jouer à ce niveau-là. On pourrait carrément en fait, faire ce traité avec l'Égypte. C'est-à-dire, on ne va pas uniquement se focaliser en fait, sur les pays du Maghreb qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Aussi l'Égypte, parce que c'est un grand marché, pratiquement de 110 millions d'habitants. Ils ont, comment dirais-je, en fait, ils ont des contacts avec le Moyen-Orient et puis ils ont des relations en profondeur avec les pays du Nil, comme l'Éthiopie, l'Ouganda, ils ont en fait des cadres. Et même des ressources en fait qui pourraient en fait nous aider en fait à avoir des relations économiques avec les autres. Et bien sûr c'est un marché, donc à ne pas négliger. Et parce que les Égyptiens en fait ils parlent l'arabe, c'est vrai qu'eux ils sont anglophones quelque part, mais bon il y a quelque chose qui nous réunit, qui est la religion, l'ethnie et la langue.
Je trouve qu'il faudrait toujours chercher les intérêts en commun et à réunir. Parce que la division, ça ne sert à rien. La division, je trouve que la division, ça va à l'encontre en fait de nos intérêts. Euh, je trouve que les pays du Maghreb, ils ont une chance à saisir. Ils ont toujours cette chance à saisir, en fait, à réunir en fait leurs forces et à tirer en fait les leçons en fait des autres traités, d'alliances économiques qui sont un peu partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, en fait, il faudrait qu'on développe, qu'on donne l'occasion à l'élite culturelle et politique pour qu'elle s'exprime, pour parler en fait de ce projet, pour le médiatiser en fait comme il le faut. Et je trouve pas de mots pour exprimer en fait, comment dirais-je, ma passion pour ce rêve. Prions le grand Seigneur en fait qu'il exauce en fait nos vœux et ce rêve-là. Et je vais finir en fait par les versets coraniques. Allah Azza wa Jalla, il a dit au niveau de Surat Al-Anfal, verset 46.